Bien, l'idée dans ces tables, c'est à chaque participant, ici nous allons démarrer avec Tania et Michael et Najwan, c'est que chacun d'entre eux nous fasse une petite réflexion autour de ce titre et ensuite un dialogue entre eux et avec vous si vous le souhaitez ainsi. Mais nous ne savons pas où est Najwan. À présent, il nous manque quelqu'un. Excusez-nous. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer. Michael, allez-y, je vous en prie. Très bien. On attend alors Najwan un peu plus tard. Bien, en premier lieu, je voudrais vous dire que c'est un honneur que d'être ici dans ces trobades avec le nom de ces trobades Albert Camus, et me trouver à Saint-Louis, à Ménorque, dans un théâtre plein, c'est une merveille. Comme journaliste, quand vous travaillez dans la rédaction et vous recevez un courrier électronique qui vous invite à un événement de cette nature, vous ne pouvez même pas consulter l'agenda, dire d'abord oui et après voir ce que vous pouvez commencer à organiser. Pour un journaliste, Camus, et surtout pour les journalistes de ma génération ou encore dans les écoles, il y avait des plans de lecture, n'est-ce pas, ambitieux, et on lisait des auteurs universels. Pour moi, ça avait été un maître, non seulement dans l'écriture, mais également dans le sens critique qu'il offrait. Pero está bien reflexionar sobre ello. Esta es una ocasión y vamos a hacerlo. Yo creo que las palabras mienten, las palabras et c'est une bonne opportunité à présent. Effectivement, les mots mentent et ils tuent, ils signalent, ils changent les choses et évidemment, en fin de compte, ils peuvent tuer. Nous avons vu des exemples très récents comme certains assassinats provoqués par des suprémacistes blancs des États-Unis étaient déjà accompagnés par des campagnes de réseaux sociaux. Ce sont des cas donc étudiés. Cela ne veut pas dire que cela a lieu uniquement aux États-Unis, c'est un peu tout partout, mais en plus, les mots peuvent aussi séduire, donner une narration, expliquer ou décrire pour effectivement rendre amoureux les gens. Et nous espérons très rapidement la présence de Najwan, qui est poète et qui va nous parler aussi de cela et qui réunit dans son œuvre un peu tout cela. Et comment ces images de Tania, n'est-ce pas, dans ces reportages qu'elle illustre pour Illustrated Journal depuis Ramallah, donc par exemple. Après, elle va nous expliquer son expérience elle-même. Et attention, il y a aussi des mots qui séduisent, n'est-ce pas, et qui peuvent également sont utilisés pour divulguer également des mensonges, des fake news. On peut voir ces mots qui essayent de capter, n'est-ce pas, des adeptes pour ensuite déqualifier ou mal parler des personnes. Tout au long de l'histoire, on a vu l'usage des paroles qui ne terminent pas seulement dans la mort de la personne, mais également qui visent un génocide et qui se répètent dans l'histoire de la vie. Par exemple, on avait des cafards, comme on utilisait justement, on utilisait ces termes utilisés avec le même objectif. Et ce n'étaient pas toujours des personnes donc, qui étaient véritablement des anciens ou des personnes âgées, mais on disait des mots tels que cafard pour dénigrer ces personnes-là, ou encore personnes vieillies pour les exclure, pour les écarter. Mais de toute façon, puisque je travaille dans une rédaction, évidemment, cela est là présent toujours, cet avertissement de cette phrase de Camus sur le besoin, n'est-ce pas, de que les paroles puissent préserver leur propre signification qui avait été rappelée lors de l'inauguration et que la propre mère a évoqué. Il faut dire les choses par son nom. On ne peut pas parler de lutte armée quand on parle de terrorisme contre les civils, et les guerres sont des guerres et non pas des opérations spéciales. Et
bombarder de la population n'est pas une opération militaire, c'est bombarder les civils. Et dans la rédaction, nous avons récemment évoqué aussi, et je demanderai toujours aux jeunes journalistes de lire les textes de Stefan Zweig qui parle surtout de ces jours préalables aux grands événements mondiaux, les guerres mondiales par exemple du XXe siècle, car c'est un grand narrateur de ces moments particuliers. C'est pourquoi j'ai relu certains chapitres de son livre Le Monde de hier. Il y avait une anecdote très intéressante à rappeler. Quelques jours avant ce premier coup de fusil à Sarajevo et qui a tout changé, il a parlé d'une description dans un cinéma, dans un petit cinéma français où on voyait un film, et avant le film, il passe une série de documentaires sur le quotidien. Les gens rient et tout d'un coup, quand apparaissent des images du Kaiser Guillermo II, tout le cinéma commence à hurler son nom. Et lui, il est surpris par cette réaction populaire aussi spontanée des gens. Et il analyse alors comment... Et ce qui est curieux, c'est qu'est-ce qu'il utilise comme mot en parlant justement de la propagande de la haine. Et une propagande de la haine qui peut effectivement amener à travers des mots erronés ce type de réaction. On sait très bien que dans les journées suivantes, quand éclate la guerre, avec quel enthousiasme par cette disqualification de l'adversaire et comment on renommait l'enthousiasme des pays, a eu lieu cette mobilisation, avec quelle mobilisation et quel enthousiasme les familles emmenaient leurs enfants aux gares, qui partaient vers le front. Ce sont des mots qui effectivement montaient et tuaient à grande échelle. La meilleure des choses, c'est que 30 ans après, dans la Deuxième Guerre mondiale, cet enthousiasme n'existe plus. Et la mobilisation est bien plus complexe. Et cela a lieu, entre autres, parce qu'il y a eu une série de paroles qui, dans ce cas-là, n'ont pas menti, mais ont expliqué l'horreur de la guerre, depuis les chroniques des journalistes jusqu'au cinéma de Jean Renoir avec La Grande Illusion ou les romans de Robert Graves qui, à travers des paroles, expliquaient l'horreur. Un siècle après, on voit comme les gouvernements, pour donner un exemple de l'Ukraine ou de la Russie, ne trouvent pas ces mots et alors ils utilisent des mobilisations forcées avec des menaces pour enrôler ces jeunes. Dans le journalisme d'aujourd'hui, ce que nous trouvons, et attention, intoxication, et des informations intéressées, des filtrations intéressées, il y en a toujours eu depuis l'origine du journalisme. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que dans les médias, on trouve cela à grande échelle. Et à grande échelle, parce que depuis quelques années, les réseaux sociaux, les autoroutes de l'information sont devenus également des réseaux à travers lesquels circule cette désinformation à grande échelle qui nous oblige très souvent à être attentifs en dépensant beaucoup d'énergie pour déterminer ce qui a de vrai ou non sur l'information qu'on nous passe. Et cela sans connaître même pas la grande portée de distorsion que peut avoir l'intelligence artificielle dans ce même contexte. Et je disais donc que ces réseaux ont un grand impact sur les médias. Et j'ai sélectionné, évidemment, comme la vie est pleine de nuances, et je suis en train de réduire beaucoup la réalité à trois circonstances où les médias réagissent face à cette avalanche d'informations fausses qui souvent les propres médias réélaborent et parfois même sont à l'origine de ces informations. D'une part, les médias peuvent assumer ces mensonges et les amplifier parce qu'ils souhaitent effectivement atteindre des lecteurs ou des spectateurs et selon le format. C'est une option légitime du point de vue du commercial, mais ce n'est pas du journalisme. Le journalisme, c'est autre chose. Et dans ce cas-là, d'une manière encore plus coupable, parce qu'ils rendent légitimes ces mots mensongères, les légitimer, je dis bien, pour profiter du prestige qu'ils peuvent encore avoir, l'écrit sur le papier
ou le journal télévisé, par exemple. Je ne dois pas donner beaucoup d'exemples. Dans ce pays-ci, nous avons eu beaucoup de cas. Il y a une deuxième façon d'agir qui est celle d'agir de manière irresponsable, sans avoir assumé le rôle qu'a un média dans cette société et actuellement. On parlerait de médias qui ne filtrent pas ce type d'informations fausses, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envisagé de le faire ou parce que les journalistes ne sont pas suffisamment formés pour connaître le rôle que peut avoir ou même la responsabilité qu'ils ont dans l'exercice de leur métier. Et là, il y a des influences qui proviennent aussi bien depuis la précarité professionnelle jusqu'au manque de prestige que subit le journalisme d'aujourd'hui. On parle de journalistes qui sont à mi-chemin entre l'information crue et les relations publiques parfois, et provoquées parfois par la propre précarité du média avec lequel ils travaillent. Et dans le troisième cas, nous aurions, oui, alors là, des grands quotidiens, les grands médias qui ont un prestige et qui font partie de la société, ils se sentent responsables du rôle à jouer dans cette société. Il y a 10 ans, plus ou moins, on avait mis de mode dans les médias les séances de fast-check ou reality-check pour analyser certains mensonges. On les lançait lors des campagnes. Certains existent encore. De là sont sortis des médias spécialisés sur ce type de travail, comme nous l'avons en Espagne, Neutral. Dans la Vanguardia, on a ces sections. C'est le journal où je travaille, mais sur quoi on va surtout se centrer, c'est que ces grands médias, il va falloir les transformer dans des filtres de cette réalité où le mensonge ne cesse de gagner du terrain. Je crois que c'est quelque chose que nous observons de plus en plus et cela va s'accélérer davantage avec la question de l'intelligence artificielle et la facilité avec laquelle on peut créer des informations fausses. Je me rappelle une participation, ou plutôt une opinion assez singulière d'une personne qui n'a rien à voir avec le vieux monde du journalisme, qui était un expert que nous avons en Espagne, très brillante, Nuria Audibert, qui, au milieu d'un débat, avait lancé que peut-être que l'avenir du journalisme, c'est revenir au papier, parce que c'est là le support qui peut être le moins faussé de tous, parce que sinon c'est très facile, comme vous le savez, de répliquer un site web, et cela était peut-être une manière, évidemment c'était une exagération, je suppose que les processus industriels du papier vont terminer et vont nous amener que finalement le papier soit un produit minoritaire, mais c'est vrai qu'il y a un format, en tout cas dans notre journal, dans notre quotidien, qui connaît pas mal de succès, et il y a une plus forte croissance, c'est le format New Paper, qui est la reproduction de papier pour information iPad, qui reproduit la hiérarchie des nouvelles, qui sont des choses que les lecteurs recherchent parmi tant de sites web et en train de naviguer. Vous commencez à naviguer par ici et vous terminez quelque part d'autre. Donc c'est un format qui finalement, oui, s'adapte à la nouvelle réalité, et pour ce qui concerne cette présence aujourd'hui, nous permet quand même de nous donner une offre informative hiérarchisée où les mensonges ne devraient pas avoir lieu. Et maintenant, nous avons notre invité qui vient d'arriver aussi, Najwa Darwish. Hello. Trying to get the visuals working. My back. No, my back. The back. Good morning. Really an honor to be here among so many distinguished minds. C'est un plaisir pour moi, un plaisir de me retrouver autant de ces collègues, autant des personnes, donc ayant fait des réflexions, ayant le niveau qu'ils ont. Je suis ravie avec vous. Alors, j'adore la phrase que vous nous imposez quelque part. Vous nous demandez jusqu'à quel point les mots montent ou tuent. Moi, j'ai commencé en tant qu'écrivaine, en tant que journaliste. J'ai commencé
ma vie professionnelle. Et je peux quelque part vous dire que, en tant que journaliste, ou de même que la Palestine occupée, pour moi, ça a été une déception et une énorme déception parmi toutes les commandes que je peux recevoir en tant que journaliste, de pouvoir parler du territoire occupé en Palestine. Donc, quelque part, comment est-ce qu'on pouvait écrire là-dessus? J'ai discuté la question avec les New York Times quand ils m'ont demandé quelque part de travailler, de creuser la question, et après avoir réfléchi, ils ont enlevé le mot occupé, la Palestine occupée. Mais quelque part, quand on parle de Palestine, on parle de faits. Et d'ailleurs, aux États-Unis, même le terme n'existe pas. Alors, en Espagne, je crois que la représentation existante est beaucoup plus juste, mais pour moi, ça a été une déception de voir en fait ce que les mots transmettaient. Déception dans la manière de réécrire, dans la manière de montrer. Et quelque part, cette réalité, cette mauvaise représentation, cette manipulation de la réalité a fait accroître en moi une sorte de rage. Et alors, je vais vous montrer mon travail, et vous allez retrouver cette haine. Et à côté de cela, on retrouve le journalisme de tous les jours. Mais si l'on regarde un peu la réalité de cette guerre, alors j'ai travaillé pendant 7 ans pour le Wall Street, et le fait d'avoir été choisi en tant que photographe sur les terrains, moi j'ai visité la Cisjordanie, l'Israël pour faire ce travail. Je peux vous dire qu'ils ont été très courageux. C'est vrai que je n'étais pas la candidate la plus évidente, et donc ils m'ont choisi quelque part. Alors j'étais là, j'ai vu le lit de ma fille, le lit Ikea, un lit qui était plein de sang. À l'extérieur, il y avait un arbre, donc c'était l'espace idyllique pour un enfant. J'ai vu cela en arrivant, et je me suis rendu compte que nous avons un problème. Et le problème vient des échecs, de la mauvaise interprétation que nous pouvons faire dans le monde du journalisme de réalité. J'étais dans une très bonne position pour pouvoir documenter l'espace et pour documenter cette guerre, car j'insiste là-dessus, tu ne regardes pas un peu la Cisjordanie occupée, le génocide au Gaza. Il a fallu que j'aille face à un pas en arrière, car quand je couvre des événements en Israël, j'ai vu des gens qui te tenaient par la main, ou qui serraient la main des généraux, et qui leur disaient merci de ce que vous faites. Alors, en regardant un peu le traitement que les médias occidentaux font d'Israël, je suis hors de moi. C'est un privilège pour moi d'avoir toute cette réflexion, car je fais la photo. Quand je dois faire la photo, je fais un pas en arrière et j'aborde occupé. Et car les citoyens pensent que la Cisjordanie est un quartier de plus, et les mots ont un sens, ont un poids. Nous sommes un échec. Nous sommes un échec, surtout si nous regardons la situation à partir de la perspective palestine. Les Israéliens ont nié, empêchent les journalistes internationaux d'arriver à Gaza. Et tous les événements que nous avons suivis depuis que l'armée israélienne, depuis l'enlèvement des personnes, depuis les personnes séquestrées,
jusqu'au moment où ils nous ont permis d'accéder sur cet espace, sur Gaza. C'est vrai que ces héros et héros de cette guerre, des héros inattendus, c'est-à-dire les journalistes palestiniens sur Gaza, ce sont eux des héros. C'est quelque chose que nous n'avions jamais vu dans l'histoire. Ce sont les seuls qui nous parlent vraiment de la guerre. Car personne ne nous a permis d'y accéder. Et plus de 100 journalistes ont été tués. Et il y a des cas documentés où en fait ont été une cible, directement une cible. Ils ont été tués à partir des drones qui font du bruit, comme si c'était des enfants qui jouent pour que les gens sortent dehors et en étant dehors pour qu'on puisse les tuer. Et on est en train de vivre des réalités qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Cette image pour le Washington Post, c'est une personne âgée qui rentre chez lui dans les bras occupés. Alors vous voyez, c'est un espace qui est très sombre, c'est sa réalité. On dirait une chambre fermée, mais ces personnes rentrent chez eux. Et la femme vient d'une autre partie d'Hébron. Toute la famille de la femme ne peut pas arriver là. On dirait que ce n'est pas de la réalité, mais c'est de la réalité. J'ai découvert que mon travail en tant que journaliste et les influences et tout ce que j'ai pu apprendre. Et alors, je me suis rendu compte que cette vérité est une vérité plus absolue que c'est absolu que d'autres. Regardez, ici, la brutalité, la cruauté qu'on est en train de vivre à Gaza. 340 000 personnes, 50 000 enfants. Parmi ces 300 enfants, c'est qu'on vit en Cisjordanie. Cette explication du récit israélien, le fait d'empêcher les journalistes internationaux de rentrer. Aux États-Unis, tu vas pas choisir un Palestinien, tu ne vas pas recruter un Palestinien au Gaza parce que tu ne veux pas la responsabilité, parce que tu es en train de les protéger, tu ne souhaites pas les envoyer pour qu'ils soient tués. Non, mais on voit qu'il y a des influenceurs, des journalistes improvisés qui nous expliquent ce qui se passe à Gaza et à Israël. Il y a beaucoup de gens qui nous expliquent depuis Tel Aviv, nous expliquent ce qui se passe, mais naturellement à partir d'une approche israélienne. Et à Gaza, ici, vous voyez le phénomène des personnes, les colons, et donc on voit cette personne qui avait été expulsé de chez lui. Et là, il y avait un journaliste. Alors, le monsieur souhaitait s'échapper pour savoir si sa maison avait été occupée. On lui a dit, n'allez pas. Et avec la personne, avec cet homme, avec deux journalistes, il a eu le courage d'y aller voir ce qui s'était passé avec sa maison. Alors j'avais pris la photo car la maison est tout près d'une colonie. Alors, et ce monsieur, il y avait un chien qui était famélique, qui était là, qui tournait. Il a regardé chez lui. Et dans cette image à droite, c'est un oiseau mort
Et en fait, c'est un oiseau qui avait été tué, qui avait été mis juste à la porte de cette maison. Alors parfois, je regarde ces images et je les lis comme des récits, car j'ai commencé étant journaliste, c'est mon premier métier. Et c'est vrai que la photo est un acte plus subversif. Donc encore, ces Bédouins qui sont au centre d'Israël, dans la partie de Népal, j'ai oublié le nom, mais cette communauté, et ce sont des Israéliens. Mais la maison a été détruite. Quand j'ai vu cette image, quand j'ai vu cet enfant qui avait essayé d'aider les plus âgés à ouvrir un puits que l'armée avait colmaté, et j'ai voulu montrer l'histoire de Hagedish Ismaël. En fait, quand ils ont été expulsés à nouveau de chez eux et qu'il a fallu qu'ils retrouvent encore un autre puits pour survivre. Cette fille fait partie d'une communauté sur la vallée du Jourdain. Elle a eu une enfance pleine de vagues, de colonisation, de processus hostiles. Elle a été témoin d'assassinats, elle était témoin. Alors, il disait non, le système, ça n'a aucun sens. Enfin, les systèmes accompagnent le colon. Alors, moi, je l'ai rencontré, je lui ai posé des questions en tant que une personne déplacée. Et ils ont été dans l'obligation d'abandonner leur maison, donc d'Igir, se rapprocher de cet enfant. Comme s'il allait lui donner la main, serrer la main, et le père n'a pas eu le courage de lui serrer la main. Donc, Didi a pris la main. Et donc a pris la main et l'a tué. Alors devant la fille, donc elle tremblait de peur car son père venait d'être assassiné, venait d'être tué. Et donc je voulais refléter cette image où elle s'est couchée par terre tout près de l'endroit où son père avait été assassiné. Cette personne est une activiste. Elle n'a pas eu d'autre choix. Cette femme, cette jeune avait 17 ans. Elle avait abandonné, enfin, elle n'a pas pu finir ses études. Elle est passée par la prison. Et quand ils m'ont demandé de faire des photos de cette réalité, bon, je me suis dit qu'il faut oser. C'est de plus en plus difficile si tu veux avoir une position éthique. Mais je n'ai pas pu me contenir. J'ai vu beaucoup de collègues qui faisaient des photos autour de cette fille. Je lui disais, arrêtez, elle est fâchée, elle est fatiguée, laissez-lui donnez-lui un peu de temps de répit. Alors Et donc, je pense que pour moi, il était beaucoup plus important de lui donner un peu de temps. Un an plus tard, je peux accéder à cette fille. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu veux apparaître? Tu veux être dans un moment de calme? Oui. Elle m'a dit oui. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité de pouvoir... elle a obtenu une bourse à Madrid ou à Barcelone, car elle pourra venir ici, en Espagne, faire un master en droit. Et pour résumer, je voudrais vous parler de l'importance de ce prix. Alors, c'est vrai que c'est un prix tout nouveau, tout récent. Le prix incipient. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il porte ce nom. Alors, ce prix... Alors, je peux vous dire que deux finalistes, deux photographes qui viennent de l'Égypte. Le troisième photographe vient de la Libye. C'est un très, très, très bon photographe. Il est là. Oui, Maoul est là. Super. Il a pu venir. Super. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Alors, ce prix... Et ce type de prix nous donne à nous, les photographes, la capacité, c'est-à-dire à tous ceux qui n'ont pas pu accéder, tous ceux qui ont été exclus
des moyens de communication et tous les journalistes qui arrivent par parachute. Et effectivement, tu peux rentrer en Égypte, c'est très dangereux faire de la photo. C'est vrai que les photos montrent un peu mieux, nous permettent de mieux montrer le danger que les cris. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a tout un travail métaphorique qui est en train de se faire pour critiquer à partir de la sécurité et pour critiquer donc les personnes qui permettent ou qui font en sorte que les récits soient... alors, ce type de prix donne voix aux jeunes photographes, car on a tous échoué, les médias traditionnels ont échoué et ce type de communication est nécessaire. Donc, je suis vraiment ravie de voir ce travail. Cette famille, le père a été tué, vous voyez encore le son, et à la première marche de ces Escabeau, il a été tué le 7 octobre, il a été parmi les premiers et c'est une commande qui m'a été faite par Le Monde. Alors vous voyez, c'est des visiteurs américains, ils sont visités une colonie pour apprendre à utiliser ces pistolets et toutes ces armes. Là, on voit notre résistance en Cisjordanie. Je peux vous dire qu'il y a très peu de personnes. On peut obtenir ces armes. Une arme comme celle-ci coûte $22,000. Ce sont des très jeunes. Et il faut que vous sachiez que toutes ces armes sont décorées avec des autocollants, des amis qui ont été tués par l'armée israélienne. Donc, tous ces exemples apportent des nuances à l'histoire. On ne pouvait pas laisser de côté tous ces détails quand on fait un récit pour l'Occident. Et ces moments de résistance en Palestine, ils ont créé la nuit de la confusion. Il y avait quelques colons qui se rapprochaient de la communauté et savaient que tout près, à Douma, les colons avaient brûlé une maison. Ils ont brûlé vif une famille. Ils ont utilisé toutes ces lumières. C'est les lumières d'une boîte. Et la nuit, ils pouvaient signaler les colons. Et avec cet outil si innocent, ils ont pu montrer au monde qu'ils étaient là. Mais très malheureusement, ce moment a été un moment moment de répit. Et d'ailleurs, l'armée israélienne est arrivée, a tué. Bon, là, vous voyez l'image finale. C'est un jeune à Gaza, près de la mer, en 2013. Ces moments de désespoir, ces moments de gestation de futur problème à celui que nous rencontrons maintenant. J'aimerais utiliser tout ce qu'on a vu sur Gaza pour nous mettre en question sur nous en tant que photographe, en tant qu'écrivain. Et je passe la parole à mon collègue poète Najwan. Everyone is listening. You read in Arabic first? Yes, yes. Good morning. Bien, bonjour à vous tous. The earliest panel I ever participated in. Ceci est la table ronde où je devais participer, mais je pensais que je devais le faire effectivement, qui a lieu avant. Normalement, je dors à cette heure-ci. Normalement,
J'ai l'habitude de travailler tard le soir. C'est un horaire un peu bizarre. Mais le fait de vous parler à vous tous dans une langue étrangère, pour moi, est aussi quelque chose, comment dirais-je, comme de embrasser quelqu'un, mais derrière des rideaux, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs une métaphore que j'utilise pour parler de la poésie, la traduction, mais que je peux aussi utiliser maintenant pour exprimer quelque chose dans une langue étrangère, car l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Je ne sens pas cette langue. Avec d'autres langues, par contre, j'ai beaucoup plus de facilité. Mais avec l'anglais, c'est comme si j'avais une machine de Google Translate effectivement dans la tête. Je parle arabe et la machine dans ma tête traduit tout cela, n'est-ce pas? Enfin, c'est pour vous dire que c'est une espèce d'extension du sentiment que je fais par le biais de cette langue. Bien, passons à autre chose. Concernant cette table ronde, le fait que les mots montent et tuent, eh bien, à mon avis, pour moi, l'essai de ma vie ou le motif de ma vie a poursuivi le fait d'écrire des mots qui précisément ne mentent pas ni tuent. Le fait de tuer n'est pas toujours quelque chose qui a lieu avec uniquement des armes. Parfois, les mots eh bien, peuvent tuer, sans doute. Dans notre monde, le langage du capitalisme tue. Beaucoup de langues idéologiques mentent. Les médias aussi tuent quand ils sont effectivement, qui sont pleins de corruption, qui sont corrompus, de même que les pays. Moi aussi, je travaille avec les médias. Et il y a des personnes qui m'appellent parfois un journaliste, mais je ne sais pas jusqu'à quel point je le suis véritablement. Mais en réalité, je vis entre ces deux mondes, entre la poésie et entre le journalisme. Et je crois que mon écriture poétique est une espèce de réponse à ce que je suis en train de vivre dans mon monde comme journaliste dans les médias. C'est-à-dire que les poèmes sont des espèces d'articles et les articles sont une espèce aussi de poèmes. Je me sens parfois un peu perdu dans ce monde et j'ai bien peur que je ne le trouverai pas, ce chemin, dans le monde d'aujourd'hui. Cependant, je vais profiter de cette belle présence que vous m'avez octroyée et je vais vous lire une poésie. C'est quelque chose que je peux faire, ça oui, et après je vais vous en parler, n'est-ce pas? Alors le poème que je vais vous lire s'appelle Carte d'identité. Je vais le lire de manière spontanée. C'est ma carte d'identité réelle. La carte d'identité a beaucoup de sens, n'est-ce pas? En Palestine, par exemple, on doit toujours avoir avec soi sa carte d'identité, toujours, parce que n'importe où, on peut vous l'exiger. Donc, le carnet d'identité, enfin, on a différentes identités et couleurs d'identité en fonction de notre statut, n'est-ce pas? L'enfer de l'occupation israélienne est aussi l'enfer de Dante. Et là, nous avons différents niveaux, échelons de l'enfer, n'est-ce pas? Alors, j'ai ici ma carte d'identité personnelle. Ce n'est pas ma culture, c'est qui suis-je? Et moi-même, quand j'ai écrit ce poème à ce moment-là, et je vous parle d'il y a 10, 12 ans ou même 13 ans, eh bien, à présent, si je devais à nouveau réécrire ce poème, peut-être je changerais certaines choses. Je vais le lire en arabe et la traduction existe en espagnol. C'est une traduction qu'on va lire aussi. Et ma collègue, très chère amie Tania, pourra le lire aussi en anglais parce que elle-même aussi fait partie de cette identité que je possède. Elle est jordanienne et moi aussi j'ai écrit sur ces peuples qui font partie de mon identité comme palestinien et arabe. Carnet d'identité, malgré que les Kurdes
Comme disent en riant mes amis, sont connus parce que ce sont des gens qui effectivement sont corrupts. Quand j'ai embrassé mes frères dans les frontières de la vie, j'ai été l'Arménien qui n'a pas cru effectivement aux larmes qui couvrent tellement les assassinats comme les assassins. C'est peut-être trop, après tout ce qui a eu lieu, que de lancer mes poèmes au quartier. De toute façon, j'étais un Syrien de Bethléem qui a utilisé les mots d'Arménien, un Turc qui est rentré par la porte de Damas. Il y a peu de temps, je suis arrivé au Bacal de Wadi Assir et j'ai été reçu par la brise qui n'a compris que le sens d'un homme qui provenait des montagnes du Caucase, accompagné uniquement de sa gloire et des os de ses ancêtres. Et donc, au moment où je suis rentré dans la terre de la Jordanie, j'étais à Mazir. Et là, ils ont cru que j'étais irakien et ils ne se trompaient pas. Parfois, je me considère égyptien. Je vis et meurs une fois de plus près du Nil avec mes ancêtres africains. Mais en premier lieu, j'ai été aramé, et que mes ancêtres étaient de Byzantins et que moi-même j'avais été bercé par Omar quand les portes de Jérusalem se sont ouvertes. Tous les lieux d'où je proviens ont résisté à leurs envahisseurs. Il n'y a pas d'être humain libre avec lesquels je ne suis pas associé par parenté, ni un arbre ni nuage avec lesquels je ne sois pas en dette. Mon mépris contre les sionistes ne m'empêche pas de dire que moi aussi j'étais un juif expulsé à l'Andalous et que j'ai encore dans mon regard cette lumière. J'ai aussi une fenêtre qui montre la Grèce, une icône qui montre la Russie, un arôme qui provient de Jijash et un miroir face auquel, chaque fois que je me regarde, j'observe les printemps dans la ville de Shiraz et Hanan et Boucharan. En cas contraire, on n'est pas arabe. Identity card. Despite, as my friends joke, the Kurds. Alors, carnet d'identité, maintenant cela va être lu en anglais. So, I embraced my brothers in the four corners of the world, and I was the Armenian who did not believe the tears beneath the eyelids of history's snow that covers both the murdered and the murderers. Is it so much, after all that has happened, to drop my poetry in the mud? In every case, I was a Syrian from Bethlehem, raising the words of my Armenian brother, and a Turk from Konya entering the gate of Damascus. And a little while ago, I arrived in Bayadir Wadi Sir and was welcomed by the breeze that alone knew the meaning of a man coming from the Caucasus Mountains, his only companions, his dignity and the bones of his ancestors. And when my heart first tread on Algerian soil, I did not doubt for a moment that I was an Amazigh. Everywhere I went, they thought I was an Iraqi, and they were not wrong in this. And I often considered myself an Egyptian living and dying time and again by the Nile with my African forebears. But above anything, I was an Armenian. It is no wonder that my uncles were Byzantines and that I was a Hijazi child coddled by Umar and Sophronius when Jerusalem was opened. There is no place that resisted its invaders except that I am one of the people. There is no free man to whom I am not bound in kinship, and there is no single tree or cloud to which I am not indebted. And my scorn for Zionists will not prevent me from saying that I was a Jew expelled from Andalusia, and that I still weave meaning from the light of that setting sun. In my house there is a window that opens onto Greece, an icon that points to Russia, a sweet scent forever drifting from Hijaz, and a mirror. No sooner do I stand before it than I see myself immersed in springtime in the gardens of Shiraz, Isfahan, and Bukhara. And above anything less than this, one is not an Arab. So, Arabic, English, طيب. The other thing I want to say, Bien, une autre chose que je souhaiterais vous as you évoquer, all know, we are now, pour vous dire, comme vous le savez, now we are in the 7th month of
Nous sommes actuellement au 7e mois in history. d'un génocide qui apparaît par la télévision. Nous avons écouté Now, et nous avons vu des photos une fois qu'il s'est produit, mais à présent, nous sommes en train de le voir en direct. Nous sommes en train d'assister à ce génocide qui arrive sur les télévisions et qui peut être suivi par les portables 24 heures sur 24 et on ne peut pas l'arrêter. nowadays, Et personne what kind of media, ne le voit véritablement. Je ne sais pas quels médias nous avons actuellement et qu'ont-ils fait ces médias feel dans le monde entier contre les gens pour que cela ait lieu et the kind of media ne soulève pas de effect of pornography, réaction. pornography of C'est comme un effet pornographique des médias, un effet qui fait en sorte que les gens perdent leurs sentiments lorsqu'ils voient quelque chose à travers un écran. Ils ne peuvent plus rien sentir. position, like Ils sont incapables de sentir quelque chose. D'ailleurs, moi-même, quand j'écris, how depuis ma position personnelle, il y a toujours un défi. Et le défi est le suivant. Comment peut-on écrire sur des faits au milieu de cette réalité silencieuse? Comment vous osez écrire, même parler? Comment peut-on and victims être effectivement poussé vers they are not l'image de la victime, parce que vous devez le faire depuis là, et les victimes, malheureusement, ne sont pas suffisamment éloquentes en raison de leur situation pour raconter leur discours. Et cette narration non plus ne parvient pas, si elle existe, cette narration de l'horreur. Et si elle arrive, cela n'est pas bien interprété. Donc, c'est pourquoi il y a certains qui disent qu'on a perdu. D'ailleurs, hier, je maintenais une conversation avec un très cher ami palestinien qui me disait que keep losing. si nous continuons de la sorte, nous allons continuer à perdre cette cause palestinienne. Et continuer ainsi, c'est tout simplement de continuer avec la résistance. Et je crois que la résistance, eh bien, est essentielle cependant. Elle est essentielle pour la dignité de l'homme. Et la vie n'est pas seulement une question de survie physique, elle va au-delà. Elle touche la dignité humaine. Je ne vais pas nier qu'on n'est pas dans une très bonne position à présent quand nous croyons et nous pensons cette guerre et quel type de monde dans lequel nous vivons. Nous sommes en train de vivre That happened. I read part of the history. dans le pire des mondes qui nous touche vivre, le pire monde que l'on peut trouver. I think the world leaders J'ai lu toute l'histoire du Proche-Orient et je crois qu'actuellement les moments sont les pires. Et je crois aussi que les leaders que nous avons sont pires que ceux qui existaient auparavant, même au Moyen-Âge. Les leaders du Moyen-Âge avaient bien plus d'humanité. Aujourd'hui, quand nous observons les leaders internationaux par Internet et le leadership qu'ils ont ou le niveau de connaissance qu'ils possèdent ou même le sens de leur raison, eh bien, on ne peut que pleurer. Je vais à présent lire un poème qui est intitulé « Rien à perdre ». Et avec ça, je vais terminer mon intervention. دعي رأسك على Rien à perdre. Mets ta tête sur ma poitrine et écoute comme se construisent les ruines derrière la madrasa de Saladin. Écoute les maisons de Lifta éventrées. Écoute le marché éventré et les pleurs des enfants. Écoute comme les lumières s'éteignent pour la dernière fois dans les grands balcons de Wadi Zaïd. Écoute les personnes traîner leurs pieds. Écoute comme ils reviennent, comme ils lancent les corps, comme ils soupirent au fond de la mer de Galilée. Écoute comme un poisson se trouve dans un lac. Aussi l'histoire des citadins comme des couteaux. Écoute les pleurs des chanteuses au fur et à mesure qu'elles vieillissent, même si leurs voix ne vieillissent jamais. Écoute les pas des femmes de Nazareth quand elles croisent effectivement les chants de la chanson. Écoute le berger qui ne cesse de se plaindre. Écoute tout et ensemble, on pourra
se rappeler, puis ensuite nous allons oublier tout ce qui a été dit, mais ta tête sur ma poitrine. Dans l'amour, on s'est perdu, il n'y a rien de plus à perdre. Merci. Sí, ahora sí. Oui, maintenant, attendez, j'attends. Voilà, le son nous parvient, merci. C'est ça? Oui, allez-y, je vous en prie. Très bien. Concernant votre réflexion et les leaders actuels sur les médias, j'ai le sentiment, car évidemment, c'est toujours difficile de séparer les hommes politiques de nos sociétés, n'est-ce pas? Les leaders politiques font partie de nos sociétés, sont des personnes qui ont fait le pas d'être trouvés dans des sociétés démocratiques et être à la tête de ces pays-là. Je crois que d'une certaine manière, ils ont plus de mérite que les leaders du passé parce que ce sont des personnes qui maintenant ont une exposition bien plus forte que dans le passé. Ils sont fiscalisés par les réseaux sociaux et dans certains pays même, des procédures administratives sont très compliquées pour éviter des options et ils ont un peu les mains bien directement ficelées. Mais il me semble qu'il y a quand même une comparaison à ce monde pire que vous venez de dire, et je crois que vous avez raison, là je vous rejoins quelque part. C'est le manque de formation culturelle, je crois, en effet, que ça fait quand même certain temps que je travaille dans le journalisme, je trouve beaucoup moins préparés culturellement les leaders politiques d'aujourd'hui. Et en revenant sur ce qui vient d'être dit, eh bien, ça a directement une relation avec la signification des mots, ce qu'il veut dire. J'ai lu un livre d'un collègue qui travaillait dans le journalisme, Albert Diago, qui a écrit sur les fake news et il dit la possibilité d'utiliser l'ironie comme journaliste pour prendre de la distance par rapport aux choses. Et j'ai bien peur que de nos jours, et je l'observe comme auteur moi-même, l'ironie n'est pas comprise. Quand je publie un texte en format web qui comprend de l'ironie, il y a beaucoup de lecteurs qui ne la comprennent pas parce qu'ils le lisent très rapidement et vous courez le risque d'interpréter ce que vous ne souhaitiez pas dire, parce que cela est mal compris. Alors je crois que sur la base des mots tels que vous venez de citer, identité, résistance, génocide, se trouve aussi le manque de véritable connaissance de l'histoire, aussi bien de la part des hommes politiques que des journalistes qui finalement font partie nous-mêmes de la société. Et je suis très soucieux en ce sens quand j'ai introduit quand j'ai commencé ma conversation, l'impact qu'avaient des lectures universelles telles que d'Albert Camus et comment on est en train de perdre cela dans les programmes éducatifs. Les gens lisent de moins en moins, enfin nous tous nous lisons moins, il faut l'assumer aussi, et cela provoque très souvent les mots perdent leur signification. Je crois, si j'ai bien compris, et merci d'emblée à la traduction, il y a moins d'intention et de temps pour lire. Il y a le souhait d'interagir, mais il n'y a pas le fait d'avoir du temps et un espace pour ouvrir, toucher le papier, passer la page, profiter de l'acte de lecture. On doit toujours donner des bits d'informations très rapides et ce manque de compréhension du contexte historique, parce que parfois, ce contexte n'est pas là. Et tout simplement parce qu'il y a une limite de parole, il y a une vitesse à donner. Il faut toujours donner un contexte historique. Et on limite sans doute le rôle du journaliste
par exemple, on ne va pas l'embaucher à nouveau, le journaliste, parce qu'on l'avait obligé à éliminer une explication de ce que c'est qu'une Nekba, la Nakba, le génocide en Palestine. C'est la raison pour laquelle on l'a interdit Et si vous éliminez ces contextes, allez, je vais éliminer aussi alors le nom de mon article finalement. Et la perte, c'est qu'en disant cela, le journaliste, on ne va plus l'embaucher. Et le dernier commentaire concernant l'ironie, je crois que l'ironie dans le contexte de la narration palestinienne ou au Proche-Orient, eh bien, la vérité, c'est que très souvent, eh bien, il n'y a pas d'espace pour cette ironie. On la méprise. Le garçon qui avait été tué, l'une des images de Gaza était intéressante parce que d'une certaine manière, cela avait provoqué la deuxième Antifada. Vous vous rappelez cet enfant, Mohamed Doullah, qui avait été tué juste derrière son père. Son père essayait de le cacher et le photographe français avait directement montré une image impressionnante. Comment l'image avait montré l'image crue, comment cet enfant avait été tué. Et la réponse israélienne avait été que tout simplement, que cet enfant n'était pas au bon endroit, ou bien cette fille qui enseigne la Palestine dans une université israélienne qui s'est retrouvée en prison parce qu'elle a simplement parlé de génocide. Vous ne pouvez pas cacher les images cependant. Alors que peut-on faire? Comment peut-on améliorer notre travail? Et je lui demandais moi-même, et elle-même, elle m'a dit, bien écoutez, nous devons permettre que les mots des blessures parlent. Voilà, c'était son conseil. Moi, j'essaye un peu, mais qu'est-ce que vous en pensez, très chers collègues? Je crois que le pire des assassins, c'est le silence toujours. Dans l'histoire, il y a eu des moments terribles de silence qui encore aujourd'hui provoquent des morts. Parce que lorsque a lieu un génocide, un crime de guerre, une dictature, lorsque ces crimes sont mis sous le silence ne peut s'étendre sur ce tyran ou sur ce régime. Il va tout simplement être repoussé, on repoussera sa vérité. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'en Palestine, on est en train de payer en raison de beaucoup de millions de silences tout au long de l'histoire. Je crois que le génocide ne pourra pas s'éteindre en Palestine, plutôt il pourra s'étendre à d'autres pays. Et en réalité, personne n'est en sécurité, car finalement, nous devons, nous les personnes, distinguer entre nos frères et nos sœurs et d'autres espèces animales. Mais nous-mêmes, nous, Homo sapiens, nous avons l'imagination, c'est notre don, c'est notre différence principale. Quand le charcutier sacrifie, ou le boucher sacrifie un animal, quand il lui coupe la gorge, d'autres animaux pourraient penser qu'ils peuvent être tranquilles jusqu'au moment d'observer que le boucher revient à nouveau avec son couteau pour chercher un autre animal. Et les humains, on est en train d'agir de la même façon. On voit effectivement cela. Le génocide, oui, non, mais c'est pas chez moi. Et ils pensent qu'ils sont en sécurité, mais en réalité, personne n'est en sécurité aujourd'hui dans le monde. Le génocide pourrait s'étendre comme un cancer. Et nous devons effectivement le stopper. Évidemment, je ne souhaite pas que ce que nous souffrons en Palestine, effectivement, ait lieu dans d'autres endroits. Je ne le souhaite même pas pour mes pires ennemis. Qui sont mes ennemis? Les colons, par exemple. Et je suis aussi contre toute forme de régime qui puisse mépriser la dignité humaine. Malheureusement, il n'y a plus de forme de socialisme solide, mais les justices sociales et la dignité humaine sont la base de tout, finalement. May I ask you, Spain has such a
Est-ce que je peux vous demander, pourquoi à nos jours, nous sommes conscients, en Espagne, depuis la dictature franquiste, et suite à votre histoire qui a été saupoudrée de la douleur, des douleurs, et ce processus, les fosses communes en Espagne, dans ce contexte-là, vu cette réalité-là, et vous croyez que le fait de ces cadavres n'ont pas pu être récupérés, et cette histoire si complexe en Espagne sous la dictature de Franco, et il y a encore des corps de victimes qui n'ont pas été récupérés, qui sont sous terre. Alors, c'est une réalité qui crée de la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire de cela pour, quelque part, soigner? Et je parle de génocide, je le compare à la réalité aux États-Unis, à la réalité en France. Et pourquoi, quand on parle de l'Espagne, on ne parle que de Franco? On devrait peut-être parler du génocide en Andalousie, un génocide qui n'a pas été reconnu par l'État espagnol, c'est-à-dire des citoyens espagnols, des Arabes espagnols qui ont été victimes d'un génocide. C'est une réalité qui n'est pas reconnue. Donc je me demande qui doit reconnaître un génocide? Les Américains? Est-ce que les Américains reconnaissent les génocides des esclaves, ou la France, ce qu'elle reconnaît, le génocide en Algérie? Car nous sommes dans un monde si hypocrite où c'est les Nations Unies qui devraient le reconnaître. Qui? Alors les écrivains les reconnaissent. Trop peu, malheureusement. Combien de Marion Lebrun avons-nous? Combien de Juan Goytisolo avons-nous? À la fin, les écrivains ne sont que de petites fourmis qui cherchent à survivre ou peut-être à mourir, car je crois que survivre, en fait, n'est que la mort, que ce soit pour l'écrivain ou que ce soit pour la personne en tant que telle. Alors oui, il y a un débat. Et je fais partie de ceux qui croient qu'il faut récupérer ces corps enterrés et qu'il faut quelque part bien faire une recherche de ce qui s'est passé et les inhumer avec toute la dignité qu'on leur doit. Mais si je reviens à Adjoint, moi je suis d'accord, je suis très pessimiste, mais pour des différentes raisons. Il faut savoir qu'il n'y a pas maintenant la presse internationale ne couvre pas, n'est pas présente sur Gaza. Ils ne peuvent pas y accéder, ils n'ont pas les autorisations nécessaires pour pouvoir y accéder. Et quelque part, si nous sommes un peu au courant, c'est grâce au travail réalisé par les journalistes palestiniens. Ce sont eux qui ont été tués d'ailleurs, qui ont osé nous envoyer ces images et nous raconter. Mais si, en fait, la présence des journalistes, des freelances, en fait, s'ils étaient acceptés là-bas, alors, moi, je pense qu'il ne resterait pas longtemps, car dans ce monde actuel, une catastrophe, une guerre ou un événement, à la fin, vient par cacher un autre. Et les journalistes internationaux, vous le savez, c'est un monde que vous connaissez bien. En fait, ils se déplacent en fonction de l'intérêt informatif et parfois, c'est un intérêt qui est assez éloigné de la justice et avec la gravité des événements. Et c'est la question donc de toutes ces guerres, passées au silence. Il y a quelques années,
dans le cadre de mon travail, un travail de rédaction, et le travail de rédaction t'amène parfois à décider quelle est la photo qui va apparaître sur la couverture. Moi, la plupart du temps, je ne connaissais pas les gens qui faisaient ces photos. Ils étaient trop nombreux. Actuellement, nous les connaissons tous, et nous les connaissons parce que vous êtes trop peu nombreux, trop peu choisis en fait par les médias pour que vous nous apportiez cette information. Un jour, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus de témoins de tueries, de ces tueries qui sont des génocides ou des assassinats. C'est un débat que nous avons eu au début de la guerre en Ukraine. Et il a fallu aller, je ne sais pas dans quelle ville, c'était Boucha, c'était une ville qui était au nord de Kiev. Il y avait une tuerie. Et là, ils ont trouvé donc des cadavres dehors, dans la rue. Et j'ai participé à un débat et je parlais notamment de cela. J'ai dit qu'un jour, il n'y aura aucun journaliste venant de Le Monde ou venant qui puisse expliquer cette réalité, car il y aura plus de journalistes qui soient prêts à assumer ce risque. Et c'est vrai que l'on pourrait aussi parler d'autres moments où il y a eu des journalistes séquestrés, etc. Alors, dans ce sens, je crois que la capacité de la presse internationale, la capacité de se déplacer et d'identifier des réalités qui peuvent déclencher un génocide ou qui cachent un génocide, c'est encore une réalité à nous. Oui, en Ukraine, il y a une plus forte présence du journalisme international. Il y a eu toute la presse locale qui a aussi participé et qui ont permis de mettre en évidence les statistiques hypocrites du gouvernement américain. Et il y a une certaine empathie car tout se passe sur nos portes. Mais je crois que si l'on se réfère à la réalité au Gaza, la réalité est toute neuve. Les journalistes n'ont pas pu y aller, les photographes locaux en fait sont trop fatigués, ils nécessitent de la protection qu'ils pourraient obtenir de la présence de la presse internationale. Mais si la presse internationale donc aurait pu être sur place, s'ils avaient pu être sur place, sûr qu'on aurait on l'aurait peut-être donné moins d'importance. On leur a donné moins d'importance qu'à la presse de Palestine. Mais vous allez dire quelque chose. Oui, je vous tenais à dire que si demain, si nous disons par exemple, ou si le gouvernement israélien accepte l'arrivée de la presse internationale, donc à cet espace pour pouvoir couvrir la crise et la guerre au Gaza, toutes les gens qui font des photos actuellement, tous les journalistes internationaux qui sont en Ukraine, donc iraient à Gaza. Donc, on se retrouverait avec un vide pour couvrir la réalité en Ukraine. Et quelques semaines plus tard, alors tous ces journalistes se déplaceraient pour couvrir encore un autre conflit. Car à la fin, il y a que très peu de personnes qui se déplacent. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Et j'ai une collègue qui va participer un peu plus tard, très respectée et très connue. Je pense qu'elle pourra nous éclairer un peu plus sur la question. Il y a un mouvement, où il peut y avoir un mouvement de presse qui essaye de quelque part donner la parole aux voix locales et régionales. Et je crois qu'il y a suffisamment donc, de journalistes souhaitant raconter les choses. Mais de toute manière, il faut raconter l'histoire. Je ne crois pas, il n'y a pas un manque de journalisme ou trop peu de journalistes décidés à raconter. Mais il n'y a pas les moyens. Moi, je parle donc des journalistes qui peuvent influencer, qui sont entendus, qui sont connus. Moi, je crois qu'il va toujours y avoir un intérêt. Et si l'intérêt est centré sur l'Ukraine, sûr que Gaza ne va pas recevoir les mêmes ressources.
Actuellement, je suis en train de faire un documentaire qui s'intitule « Quand le dernier photographe partira », et car les photographes sont désespérés. Ils ont dû vraiment faire face à des choses que l'on pourrait considérer comme pas humaines. On a des mécanismes, on a des événements d'explosion en Égypte, et je peux vous dire que vous payez $5 000 et quelqu'un va tuer quelqu'un. Alors, dans des réalités comme celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Et une fois de plus, on est face à l'échec des moyens et à l'échec de pouvoir accompagner, de pouvoir savoir ce qui se passe au niveau de ce mouvement. Ce qui se passe à Gaza est très important. Mais qu'est-ce qui se passe au Soudan ou au Yémen? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des ressources, oui, mais je pense qu'il n'y aura jamais assez de ressources pour que tous ces événements reviennent sur nos agendas ou l'agenda des médias. Alors, je crois que vous prenez les médias trop au sérieux, je crois. Alors, moi, je ne prends pas les médias au sérieux. Alors non, de même que je ne prends pas au sérieux les Nations Unies ou le système de notre monde moderne. Ce n'est que de la déco et c'est très bien, mais en fonction de tout, cela ne sert à rien. Moi, je dépends beaucoup plus de la conscience des gens et du fait que les gens puissent retrouver d'autres manières de s'exprimer et d'exprimer leur solidarité entre eux. Thank you so much. Thank you very much. Merci. Merci. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Merci nos participants. Merci.